Voilà, parfait. J'enlève la... Ok, super. Voilà, comme ça, tout le monde, j'ai la salle d'attente au cas où s'il y a quelqu'un. Tout le monde est bien installé chez soi. C'est parfait. On va démarrer. Donc, à nouveau pour ceux qui viennent de se connecter, bonsoir à vous. Voici comment va se dérouler la soirée. On va partager les 45 prochaines minutes ensemble pour découvrir ce que c'est le fascia, son rôle, et aussi on va parler des réactions du fascia face à la douleur et au stress. Qu'est-ce qu'est un fascia en lésion et comment est-ce qu'on peut l'aider? Petite surprise à la fin et vos questions que vous m'avez envoyées en avance. Je vais juste prendre le bon bouton. Hop, voilà. Donc, comme le veut un peu la tradition, quand on fait une présentation, je vais parler de qui je suis en quelques mots, parce que l'idée, c'est de parler du fascia. Mais moi, je suis fasciathérapeute et je suis passionnée du fascia depuis une dizaine d'années. J'ai un diplôme fédéral en fasciathérapie au niveau suisse et j'ai fait également une formation en Allemagne de fasciathérapie et j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans dans une clinique vétérinaire spécialisée dans le suivi des équidés dans le secteur de la réhabilitation. Et puis aussi, actuellement, je continue à aller dans cette clinique vétérinaire, mais en tant qu'indépendant. Et je suis dans un cabinet de rééducation en collaboration avec des collègues physiothérapeutes et ergothérapeutes pour le suivi des humains. Donc le fascia me passionne et je traite le vivant humain et animal, spécifiquement chevaux, chiens et chats. Euh, j'ai mis aussi mes spécificités parce que j'ai fait une expertise dans tout ce qui est stress post-traumatique, traitement des cicatrices et la douleur chronique. Les animaux ont toujours fait partie de ma vie de manière intégrale. C'est vraiment un sujet de leur bien-être qui me tient énormément à cœur. Donc, merci d'être là et merci pour eux. Donc, si vous avez plus besoin d'informations sur mon parcours professionnel, envie de découvrir, vous pouvez toujours aller sur mon site internet qui est à jour. Donc, qu'est-ce que le fascia? C'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, au niveau du fascia, je vais vous mettre en même temps une vidéo pendant que je parle pour que vous puissiez avoir la vision. Donc, on rentre directement dans qu'est-ce que c'est le fascia. Et c'est une vidéo du professeur Jean-Claude Guimberteau qui a vraiment pu mettre une caméra in vivo à l'intérieur du corps et d'un corps vivant. Parce qu'à l'époque, on observait des corps morts, on disséquait des corps morts ou on prenait des bouts de tissu pour les voir sous des microscopes, et ce qui ne représentait absolument pas la réalité d'un corps vivant, dynamique, qui communique euh, de manière continue ensemble. Donc le fascia, ici vous pouvez voir, c'est une structure fibrillaire qui est en 3 dimensions, que quand on étire, elle se modifie et elle vient envelopper, elle vient vraiment pénétrer chaque structure de notre corps. C'est-à-dire, là, on peut voir des vaisseaux, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on peut voir des vaisseaux sanguins au niveau du système vasculaire. Et puis, si on pouvait encore zoomer sur ce système vasculaire, on pourrait voir que même la gaine du vaisseau artériel est également composée de fascia. Donc, dans notre médecine actuelle, on a séparé, quand on va chez le médecin, on a séparé l'étude au niveau du cerveau, l'étude au niveau respiratoire, cardiaque, traitement d'un genou, et on a même séparé pendant un certain temps le corps de la tête, ce qui se passait dans la tête, des douleurs qu'on n'arrivait pas à trouver des origines dans le corps, on disait ben, c'est dans la tête. Alors que maintenant, grâce à l'avancée technologique, on sait qu'il y a vraiment des douleurs et il y a vraiment des liens qui se font entre le tissu conjonctif qui est du fascia et ce qui se passe aussi au niveau
neuronale et ce qui se passe aussi dans la globalité du corps. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé l'outil, la technologie pour pouvoir l'observer. Et là, on voit un magnifique fascia avec sa partie qui vient vraiment soutenir toute la partie du réseau vasculaire. Donc ici, si on revient à ce que j'ai dit quand il venait envelopper chaque structure du corps, on voit que dans cette partie-là, on a ah, pardon, je vois en même temps dans les chats qu'il y a des gens qui ont des problèmes de connexion. Euh, donc on voit dans l'UP, alors je fais juste une petite pause, comme ça je peux accepter la personne. Voilà, pardon. Euh, Souvent on me demande, mais oui, mais alors est-ce que c'est du fascia, c'est du muscle? Mais qu'est-ce que c'est en fait au final? Il faut concevoir que le fascia enveloppe et pénètre la structure. Donc on voit ici le muscle qui est enveloppé d'une structure, un peu comme quand on cuit un poulet, pour les personnes qui le font, on peut soulever, on voit une structure blanchâtre, c'est une partie du fascia. Sauf que c'est pas qu'une enveloppe, parce que si on pouvait tirer dehors un faisceau musculaire, on peut voir que ça aussi, ça, c'est du fascia qui enveloppe chaque petite structure au niveau musculaire. Et si on pouvait encore aller au niveau de la fibre, pareil, elle est enveloppée autour par un fascia. Donc déjà là, on peut comprendre l'importance du fascia pour contenir les éléments, mais aussi pour les permettre de faire des plans de glissement et pour transmettre la force. Ici, nous voyons des chaînes myofasciales, c'est-à-dire qu'on voit vraiment et on a pu, grâce à des dissections, vraiment faire des liens entre tout un fascia qui enveloppe un muscle dans cette région. Et alors là, c'est juste un trait, mais il faut imaginer que en fait, ce sont des parties musculaires qui sont regroupées à une autre et formant cette chaîne dorsale qui est reliée à la chaîne ventrale et qui se maintiennent par un équilibre de tension ensemble dans un équilibre optimal. Le fascia, de quoi est-ce qu'il est composé? Donc, ce qu'il faut retenir dans cette slide ici, c'est qu'il est composé de fibres de collagène. Ici, on voit, là, c'est des fibres solides. Et puis, il est composé de fibres d'élastine, plus élastiques. Ça, c'est assez facile. Euh, et il a également une composition au niveau cellulaire. Le tout, les fibres plus les cellules, elles baignent, parce qu'il n'y a pas d'espace vide dans le corps, il n'y a pas du rien, elles baignent en fait dans une substance liquide, une substance gelatineuse, si on peut dire ça comme ça, et elles forment vraiment la substance fondamentale dans laquelle les cellules peuvent voyager et dans lequel les fibres viennent aussi pouvoir profiter de s'intégrer. Et le tout ensemble, le package ensemble, forme le fascia. À savoir que dépend la région dans laquelle il est, donc dépend la fonction qu'il a, il va avoir plus de fibres de collagène et un petit peu moins de substances fondamentales et d'hydratation. Par exemple, un tendon, on peut comprendre qu'un tendon, c'est pas quelque chose de tout flasque, de tout lâche. Un tendon, c'est plutôt des fibres de collagène tonique qui fait que on a du fascia avec plus de fibres de collagène, moins d'élastine. Ah, il y a quelqu'un qui voit que mon visage. Alors, je suis navrée pour ça parce que c'est pas le but qu'on me voie. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que si ça va pour vous, je vais enlever ma caméra. Comme ça, il n'y a pas de risque que des gens voient que mon visage parce que ça n'exprime pas du tout le fascia, juste ma faciès, c'est tout. Donc, je vais désactiver ma caméra, hop, arrêter la vidéo et je la réactiverai après. Euh, Est-ce que c'est bon pour... si c'est pas bon pour quelqu'un, il peut me le mentionner également dans le chat. Voilà, hop.
tout le monde voit bien l'écran, si vous pouvez juste faire des petits pouces. Bon, je continue. Si vous ne voyez pas l'écran, écrivez-moi un message dans l'écran est noir. Alors, pas de souci. J'arrive à... Je vous demande juste un petit peu de patience, c'est comme ça. Ok, il y a des gens qui me font que c'est top. Ils voient l'écran, c'est bien. Et ce que je vais faire, c'est hop, et puis le contenu uniquement. Et comme ça, il n'y a plus du tout ma partie. Donc je continue et s'il y a quoi que ce soit, alors c'est parti. Donc ce que je disais, c'était que on est composé donc de fibres. On est composé, oui, le fascia est composé de fibres, de substances fondamentales et de cellules. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quand tout va bien, quand tout est bien hydraté, au niveau du fascia, tout glisse parfaitement et les fibres se réorganisent de manière permanente. Un tissu fluide, hydraté, en fait, ça permet vraiment à tous les éléments de pouvoir glisser entre eux, les muscles, les organes, aux cellules de pouvoir voyager facilement, aux toxines de pouvoir être évacuées facilement et aux nutriments de pouvoir arriver à l'emplacement où ils doivent arriver. J'ai vraiment euh, essayé de vous expliquer de la manière la plus adéquate possible, sachant que je m'adresse à un public de propriétaires, même si j'ai vu qu'il y avait quelques professionnels, mais j'ai vraiment essayé de vulgariser au plus tout en gardant vraiment l'essence de ce que c'est le fascia. Donc on va continuer. Hop. Donc l'élément hyper important à comprendre, c'est que alors je vais juste arrêter après de couper. Si tout d'un coup vous avez un souci, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter. Et puis on pourra toujours regarder après coup si vraiment vous n'avez pas pu observer la conférence. Je reste toujours ouverte pour je puisse vous aider à la visionner à un autre moment. Donc, je disais qu'il ne réagit pas comme une matière qu'on a l'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, une de ses fonctions, c'est qu'il est thixotropique. Qu'est-ce que ça veut dire? Thixotropique, c'est un nom complexe pour dire une chose simple, c'est qu'il peut passer d'un état de liquide à un état de gel collant dur. Par exemple, comme le beurre ou comme l'huile. On sait que le beurre, quand il est au frigo ou sous certaines conditions, il est solide et sous certaines conditions thermiques, mécaniques, eh ben, il est plus liquide. Il a une fonction d'oxéticité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est quand on le manipule et qu'on l'étire ou qu'on le comprime, bah, il ne réagit pas de la manière habituelle, il se modifie et il s'adapte. Il gonfle quand on l'étire et il se contracte quand on le comprime. Si j'ai une petite vidéo pour vous montrer de Steve Mould, là on voit bien que, en fait, oups, je voulais vous remontrer une fois, qu'il ne réagit pas de manière normale. Quand on prend une pâte à modeler et qu'on l'écrase, eh ben, la structure, elle ne forme pas une nouvelle forme, elle s'écrase simplement. Et là, quand on ne voit pas sur la vidéo, mais quand on l'étire, il gonfle. Alors que quand on étire un élastique, on voit bien que la fibre s'affine et casse. Donc ça, c'est très important à avoir en considération et en compréhension quand on veut comprendre comment fonctionne le fascia par rapport à un muscle ou à un autre type d'organe. Ensuite, c'est un système sensoriel. On parle plus de système que d'organe, ça c'est important. C'est un système sensoriel qui est le plus important dans notre corps. C'est-à-dire qu'il est richement innervé. Alors lui, il a vraiment beaucoup de capteurs et de nerfs, de terminaisons nerveuses. C'est-à-dire qu'il a 10 fois plus de capteurs de proprioception dans le fascia que dans le muscle. La proprioception, c'est bah, où est-ce que je suis dans l'espace?
Et il y a des gens qui souffrent de déficit de proprioception et des animaux aussi. On voit que tout d'un coup, le geste est maladroit, pas adapté, ou il y a même des déficits où les gens ne savent pas exactement s'ils sont debout, assis. Pour l'animal, on peut voir qu'il y a un manque de coordination dans le geste, etc. Euh, donc, je disais qu'il était richement innervé aussi en fibres nerveuses. Vraiment, donc c'est le bras droit du système nerveux. Et donc, il est extrêmement sensible et réagit au stress. Un stress est un élément qui peut être positif, on en a besoin pour vivre. Donc il peut réagir de manière positive au stress pour répondre à la contrainte, mais il va réagir de manière très, très, très négative. Puis vous allez voir après, je vais vous montrer des images au stress chronique, parce qu'on n'est pas fait pour avoir du stress en continu. On est fait pour réussir à avoir un coup de stress et après plus. Et d'ailleurs, une vétérinaire dont j'ai eu la chance de suivre une conférence dernièrement, Doris Timan, disait, en fait, on est fait pour gérer le stress parce que si un lion nous courait après, ben, on avait une grosse dose de stress et une fois que c'était fini, on allait chiller et se reposer. Et si c'était pas le cas, ben, en fait, c'est qu'on n'avait pas été assez vite et qu'on avait été mangé. Donc, alors que nous, en fait, ça s'accumule du stress, etc. Et à savoir juste une petite aparté là-dessus, c'est que le corps, il ne fait pas la différence entre un stress, un mail qui arrive, un collègue qui nous agresse. Pareil pour le chien ou le chat ou le cheval, un environnement qui est pour lui stressant, peu sécurisant. C'est pareil que si un lion venait l'attaquer. Et les propriétaires d'équidés savent à quel point un simple sac en plastique peut s'avérer extrêmement dangereux pour le cheval. Alors, donc, on sait qu'il est richement innervé en fibres nerveuses, qu'il est richement innervé en capteur de la douleur, en capteur de la proprioception, où est-ce que je suis dans l'espace, mais aussi en capteur d'interoception, c'est mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et ça, quand je dis moi, mais c'est pour vos animaux et pour vous, hein, tous ces éléments-là. Donc, faim, soif, etc. Hop, il y a juste ce qui est passionnant avec ce tissu, c'est qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de rôles. Et là, vous voyez sur cette vidéo, je la trouve assez sympa parce qu'on peut voir ce système de tension au niveau des tissus et on peut voir que le fascia, un de ses rôles, c'est de transmettre la force et la coordination du mouvement. C'est vraiment le fascia qui a ce rôle-là. Il absorbe les chocs, il se réorganise en permanence. Et euh, quand je dis qu'il absorbe les chocs, je vais vous montrer la vidéo suivante. Hop, ça c'est la fonction de la biotenségrité. Alors je vous dis le terme comme ça, vous l'avez. Après, vous pourrez aller tous les éléments. J'espère que vous aurez plein de questionnements, avoir envie d'aller plus loin par rapport au fascia. Mais en fait, c'est comme ça qu'on est fait. C'est-à-dire que si on n'avait pas les fascias, qui sont les câbles qui tiennent la structure ensemble, puis les bâtonnets, ce seraient des os, on serait une flaque par terre. On n'est pas conçu comme un système d'empilement de boîtes, comme on pensait à une époque. La colonne vertébrale, c'est des vertèbres empilées les unes sur les autres et qui tiennent toute la structure. Absolument pas. On a vraiment ce système du fascia qui vient nous tenir en équilibre. Je vais vous remontrer une fois les deux vidéos, ce qui permet d'être hyper adaptable, d'amortir les chocs. Hein, quand vous loupez une marche, ou quand votre animal ripe une marche, ou quand il atterrit pour les chiens, quand ils sautent, les chats, ils ont un énorme système de rebond, c'est dans le fascia, et les chevaux, quand ils atterrissent au saut d'obstacle, heureusement qu'ils ont un système comme ça qui absorbe les chocs, parce qu'alors sinon, il y a tout qui se briserait à chaque fois. Et ça nous change complètement la manière d'observer la biomécanique de manière générale. Donc ici, on voit une chaîne myofaciale dorsale sur le chien avec sa chaîne de protraction, c'est-à-dire qui permet de bouger le membre en avant. C'est jamais qu'un seul muscle qui permet de bouger les membres en avant. Là, on va faire un bref résumé de qu'est-ce que c'est le fascia. Euh, alors le fascia, c'est un tissu conjonctif, on a dit, hein, donc il est composé de cellules et de fibres. Ensuite, c'est une enveloppe, mais pas qu'une enveloppe, parce que c'est un terme réducteur, il pénètre, il relie toutes les structures dans le corps.
absolument toutes. Donc, quand on bouge et quand quoi que ce soit se passe dans le corps, le système facial est également concerné. Il va de la superficie à la profondeur. Après, dans l'anatomie, on parle de fascia superficielle par rapport à la peau, de fascia sur le plan profond au niveau musculaire, ostéo-articulaire et au niveau aussi vasculaire, et puis de fascia viscérale et durale parce qu'il enveloppe toute la structure au niveau du système nerveux. Il a le rôle, comme j'ai dit, de gérer la posture, la proprioception, la transmission des forces, la, il a également le rôle dans le processus cicatriciel. La cellule qui est en action dans le processus cicatriciel, c'est ce que vous voyez, c'est que du fascia, c'est du fibroblast et c'est que du fascia. Ensuite, il a un rôle au niveau circulatoire. Avant d'être dans la circulation lymphatique, la lymphe, ben, c'est dans la substance fondamentale. Donc, c'est un énorme lien. La qualité du fascia va faire que dépend la qualité du nombre de précollecteurs lymphatiques. Et puis, on a dit le système sensoriel le plus important. Mais qu'est-ce qui l'influence, ce fascia? Euh, En fait, on voit qu'il y a de la blessure et les opérations. Dès qu'on vient charcuter, ouvrir, même avec la plus grande des finesses, le fascia va venir clairement modifier sa composition. Il est affecté par diverses choses au niveau de, de sa composition. Il y a l'âge qui fait, il y a le génotype qui fait, il y a le mouvement, quel type de mouvement on fait, il y a le sexe, les hormones, c'est-à-dire si on est un mâle ou une femelle. Et au niveau hormonal, on sait que selon la fluctuation hormonale, on aura en fait un fascia qui est beaucoup plus lâche. Donc c'est hyper important de savoir ça, que pour nous les femmes, pour les chiennes, pour les chattes et les juments, ce n'est pas qu'elles sont caractérielles, c'est que réellement le tissu change complètement de structure, il devient plus lâche et selon certains types d'hormones, il peut même venir à se fibroser et le fascia peut créer même de l'inflammation. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, il est clairement en fait aussi impacté par des maladies, l'arthrose, l'arthrite, les médicaments que l'animal peut prendre, la nutrition, le stress physique, c'est-à-dire un entraînement mal adapté, un manque de récupération, un équipement mal adapté. Et aussi dans l'entraînement mal adapté, c'est aussi toujours le même type d'entraînement. On a vu, il y a une étude avec les chiens de police où il y avait vraiment une latéralité dans les points triggers myofasciaux à droite parce qu'ils étaient toujours tenus du même côté. Il y a le stress mental parce qu'on sait que ça vient directement impacter le tissu fascia parce qu'il est richement innervé. Le sommeil, ouais, on a tous besoin de sommeil, on est des mammifères, hein. La pollution, etc., etc. Donc en gros, quand on veut parler fascia, il faut avoir une approche globale et qu'il est affecté par pratiquement tout ce à quoi nous sommes exposés et il se remodélise et s'adapte en permanence quand tout va bien. C'est son job et il le fait de manière assez extraordinaire. Et puis la météo. Ça, c'est hyper important parce que selon la météo, il y a des douleurs vraiment qui peuvent réapparaître parce que ça, c'est un phénomène qui est peu étudié mais qui est très bien relaté chez les patients humains et qu'on peut aussi constater dans la raideur chez les patients, chez les animaux par rapport à la température qu'il fait, s'ils se mettent un peu plus de difficulté à se mettre en route, etc. Donc là, je vais activer un petit peu parce que je vois que je m'enflamme et puis que je fais plus qu'une demi-heure, mais donc désolée. Euh, qu'est-ce que vous voyez là à l'écran? En fait, à l'écran, vous voyez une cellule qui s'appelle un fibroblast en haut à gauche. Puis cette cellule, elle vit sa vie tranquillement, elle va bien. Puis tout d'un coup, elle subit des contraintes que j'ai mentionnées précédemment, une opération, une contrainte physique, un stress permanent, etc. Et puis tout d'un coup, elle va
se transformer en myofibroblast. Ça veut dire qu'elle va avoir le super pouvoir de pouvoir se contracter. Donc, c'est-à-dire que quand elle va se contracter, elle va créer des tensions, elle va aussi devenir, cette substance fondamentale, ce gel dans lequel baigne tout notre corps, ben, en fait, il va devenir collant, il va devenir moins fluide, il y aura des fibres de collagène qui vont aller un peu dans tous les sens, il y aura une perte de glissement et on aura ben, ces beaux vaisseaux vasculaires que vous avez vus avant, eh ben, ils vont être complètement piégés, entrappés. Et pareil pour le réseau nerveux. Donc, moins d'apport en flux sanguin, moins de nutriments, moins d'oxygène, de la douleur. Euh, Ça, c'est voilà, hein. Mais par contre, ben, pourquoi est-ce que ça existe, cette capacité de passer d'un être d'une cellule qui ne se contracte pas à une cellule qui peut se contracter? Il faut que j'arrête de faire des gestes parce que vous ne me voyez pas. C'est parce qu'en fait, déjà de un, quand vous vous coupez, eh ben, pour que les deux bords de la cicatrice se remettent, il faut qu'il y ait une contraction qui se passe. Et puis comme c'est le fibroblast qui est en action dans la cicatrice, il faut qu'il se transforme. Il aide à stabiliser des zones blessées. Par contre, il n'aime pas quand c'est des micro-traumatismes répétés. Hop. Ici, euh, là, une photo à gauche qui a été prise lors d'un stage que je donnais, et à droite, c'est un super site Cooper Ekin qui relate énormément de belles choses sur les fascias. Et on voit là clairement ces tensions, c'est pas normal. Ce qui est pas normal, c'est que la douleur et la tension et la détresse au niveau de la souffrance animalière devient normale. Donc ça, quand vous voyez, ça c'est tout un fascia qui est complètement euh, fibrosé, collé, pas en bonne santé. Et imaginez ce qui se passe à l'intérieur, parce que là on voit déjà l'extérieur, donc imaginez ce qui se passe à l'intérieur au niveau des organes. Vous avez pu voir, hein, si je reviens là, ça donne pas très envie, hein. Là on parle d'immobilisation, mais c'est pareil quand il y a des chocs répétés, etc. Moi j'aurais pas très envie de vivre dans ce tissu-là, par exemple. Au niveau des cicatrices, là, je vous ai mis deux cicatrices que j'ai eu que j'ai traitées et travaillées. Quelque chose qui arrive assez fréquemment. Bon, ils prennent un coup, malheureusement au box, et puis il y avait quelque chose que le propriétaire n'avait pas vu, un objet contondant, et puis bam. Et là, souvent, on fait simplement la procédure de recoudre, mais en fait, on ne se rend pas compte, tous les tissus au niveau frottant, comme ça peut venir bloquer. euh, Pareil ici, ça, bon, j'ai mis en noir et blanc pour éviter de choquer les personnes, mais là, on est dans une opération. J'ai eu l'opportunité de pouvoir assister à des castrations de manière régulière, même si c'est fait coucher ou debout. Voilà, après, il y a plus de risque d'adhérence cicatricielle, mais et que c'est super bien fait avec le plus grand respect de l'animal et du tissu. Jean-Claude Guimberteau, qui est un grand chirurgien, enfin, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo avant qui a filmé. Il dit, c'est un ballet harmonieux et imprévisible qui nous permet d'assumer dans les meilleures conditions le mouvement et le respect de la contrainte. C'est quand tout va bien. Puis quand il y a une plaie ou une cicatrice chirurgicale, il dit clairement que lui, l'harmonie est complètement rompue et que pour toute cicatrice, il est essentiel de venir travailler. Donc soit de développer des compétences personnelles pour savoir comment mobiliser le tissu et dialoguer avec le vétérinaire pour savoir quand vous pouvez intervenir pour pas faire une cicatrice pathologique, hein. Et puis, il y a toute une dimension aussi qu'on oublie, et puis quand nous humains avons eu une opération, on sait à quel point ça peut être douloureux. En fait, déjà, le professionnel, il va vous aider à comprendre la pathologie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est dans une phase chronique ou aiguë? Parce qu'il y a des cicatrices qui peuvent être chroniques. Et puis, dans la partie thérapeutique, il va pouvoir venir mobiliser le tissu et aider l'animal à mieux appréhender le mouvement et la douleur et vraiment doser le bon geste pour pas que l'animal on crée encore plus de douleur ou plus de peur d'anticipation de la douleur et plus d'adhérence. Donc voilà, ici je voulais vous montrer une vidéo. C'est un cheval qui a en fait un problème au niveau de ses aplombs, il a une boulture et qui fait que c'est pas pour les gens qui sont pas dans le milieu équin, ça c'est pas normal. Normalement, on n'a pas cet arc qui se fait comme ça et on peut bien penser les zones de tension à chaque fois qu'il pose le pied, clac, ça, ouah, ça bloque et le cheval
enfin, ce qui est intéressant avec les animaux, c'est qu'ils n'ont pas de clavicule et du coup, ça fait que tous leurs membres tiennent uniquement par du tissu. Et là, ce que vous voyez, c'est le fascia superficiel qui se contracte de tension rien qu'avec une mobilisation tissulaire que je fais à distance. Alors, j'ai essayé de filmer toute seule, donc j'étais pas. Je suis désolée pour la qualité, mais c'est vraiment impressionnant. Et après une mobilisation tissulaire, tout ça, ça part. Et après, on a vu une mouche arriver, donc on comprend que c'est le même tissu qui sert aussi à faire. Oups, pardon. Ben, non, alors là, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai fait une erreur. Je vais vous repartager mon écran de suite. Hop. Ah, c'est quand même mieux d'être en présentiel. Voilà. Bam. Hop. Tac. Partager. Hop. Et puis là, je pense que vous voyez mon petit PowerPoint. Parfait. Et puis, je vais reprendre le chat pour voir si c'est bon pour vous. Ok, parfait. Donc, pas de... Ok, parfait. Bon, vous voyez à nouveau. Je vous remercie pour votre patience parce que c'est vraiment pas mon... Enfin bref. Donc là, on voit aussi des douleurs hein, qui peuvent être invisibles si on n'éduque pas son regard et ses connaissances. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi je vous prête attention, c'est qu'il y a le B à bas, c'est-à-dire savoir reconnaître les signes de douleur. Vous, propriétaires, vous êtes les premiers en contact avec votre animal. Si vous n'êtes pas conscient qu'il a une douleur, on a beau avoir tout l'amour du monde pour notre animal, on n'est pas conscient qu'il souffre, donc en fait, on ne peut pas l'aider. Et je vais vous donner à la fin des liens super qu'on m'a transmis et qu'il faut partager au plus grand nombre et qui vous seront envoyés par mail des liens pour vraiment éduquer votre regard. Vous pouvez faire des exercices avec des vidéos. Vous pouvez aussi, avec des critères précis, vous entraîner pour les chiens, pour les chats et pour les chevaux. Et je peux vous garantir, c'est vraiment quelque chose d'ultra important parce que le nombre de fois, en fait, quasiment à tous mes traitements, je passe lors des premières séances énormément de temps à montrer aux patients humains, aux propriétaires humains, de montrer comment le patient animal est en souffrance et que c'est des choses qu'ils n'avaient pas vues. Là, ici, on a un avant et un après au niveau d'un traitement, trois traitements au niveau myofacial. Et on voit un avant et un après, ce qui est super intéressant. Donc déjà de un, on sait qu'on travaille en équipe. Donc le propriétaire, c'est important, et ça je redis encore une fois, parce que chaque professionnel a son prisme de vision sur cette sphère que représente la santé. Il a un point de vue. Donc le vétérinaire, quand on a un animal qui a une posture antalgique comme ça, bah, c'est super important d'être sûr qu'au niveau médical, on n'a pas de problème, qu'on ait vraiment un bon dialogue avec notre vétérinaire. Puis après, on vient tester grâce à différentes approches en thérapie manuelle, mais notamment au niveau des fascias. Bah là, après 3 séances, c'est juste incroyable. Et là, on peut comprendre maintenant, quand vous avez vu ce à quoi ressemblait un fascia qui était en souffrance, bah, que ça peut créer d'énormes douleurs, créer des postures antalgiques, et puis que c'est pas optimal. Et après, on sait que ça peut restreindre aussi la bonne circulation, le bon fonctionnement des organes, etc. Là, c'est E51, donc je vais vraiment accélérer parce que vous avez des questions à la fin. Donc, ce qui est important, c'est observer les signes de douleur, les comportements, les postures, les signes de douleur, les boiteries. Ben, profitez quand vous allez en balade de regarder comment il bouge. Profitez aussi de simplement observer votre animal avec curiosité. Comment est-ce qu'il descend les escaliers? Comment est-ce qu'il sort du box? Est-ce qu'il est tout raide? Ou est-ce que tout le monde dit que c'est un peu le râleur de l'écurie? Ou etc., etc. Parce que souvent, les problèmes de comportement sont considérés comme des désobéissances, mais en fait, il y a souvent de la souffrance derrière. Euh, et parfois, peut-être, un besoin de soutien dans le relationnel et l'éducation. Mais de toute façon, si dans le relationnel et dans l'éducation, c'est conflictuel ou problématique et qu'on essaye de trouver des solutions, ben, ça crée de toute façon aussi du stress. Puis on sait ce que ça fait le stress sur le fascia. Donc, là, on est sur, au final,
une, comment est-ce qu'on peut aider l'animal, donc se sentir en sécurité. C'est essentiel parce que si tout le temps dans son environnement, l'animal ne se sent pas en sécurité parce qu'en fait, il a des besoins XY, par exemple pour un chien, pour un chat ou pour un cheval, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc c'est important de comprendre leurs besoins, de faire des exercices adaptés. Le fascia, il adore le rebond, il adore de faire un travail aussi dans la lenteur, il adore de varier les mouvements parce que la vie n'est pas linéaire. Faire tout le temps la même chose après le fascia, il n'aime pas ça. Il a besoin de repos, il aime être étiré, être massé, et c'est important d'avoir une alimentation adaptée. Ici, c'est pour vous montrer, alors là, il y a le son, zip. C'est un animal qui était suivi durant que j'étais à la clinique vétérinaire. euh, En fait, il avait une énorme boiterie suite à un problème au niveau de ses tendons dans la partie basse des membres. Et on n'a pas résolu son problème en bas. Par contre, on est venu soulager tout le fascia. Oups, pardon. Zip. Et voyez comme il marche mieux. Et la corde est lâche, hein, on n'est pas en train de le suractiver. Donc, franchement, rien que de se dire qu'on peut aider comme ça un animal et aider aussi la guérison, c'est quand même important parce qu'une posture antalgique va créer des compensations. Puis on va juste faire une pause ici. Attention, on va voir sa tête. Hop, ça, c'est une tête de souffrance. On voit ici les yeux, les oreilles, la bouche, les naseaux. Après, si on n'arrive pas à voir la boiterie, c'est aussi OK. Mais du coup, on peut remarquer des signes de souffrance et faire appel à un professionnel pour venir aider. Hop. Donc, pour terminer sur l'aspect théorique, après je vais vous montrer encore quelques vidéos. euh, le, ah, j'ai de la peine à voir s'il y a plein de questions dans le chat. Je suis navrée parce que j'arrive pas à suivre comme on est beaucoup dans la conférence. Si jamais, n'hésitez pas à mettre vos questions. Je relirai tranquillement après. Puis quand je vous envoie le mail avec tous les liens, je répondrai aux questions. Alors du coup, on a vraiment un lien très fort entre douleur physique et stress et anxiété. Quand il y a de la douleur, il y a du stress. Quand il y a du stress, ben, on voit ce que ça fait dans le fascia, ça crée de la douleur parce que le stress va libérer certains types d'hormones qui va faire que le fascia réagit, etc., etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Hein. Fascia stressé, on a moins de vascularisation, il y a de la douleur, ça augmente le stress psychique qui augmente en plus du stress physique. Donc, comment est-ce qu'on peut aider en fait notre animal? On a dit avant hein, sur les massages, les vibrations, les mouvements, etc. Mais il y a aussi quelque chose de super important que vous pouvez aider votre animal, c'est que le fascia, c'est l'organe sensoriel ultra performant. Il est le bras droit avec le système nerveux. Et en tout moment, pour vous, comme pour le chien, le chat et le cheval, votre système, c'est pas conscient, hein, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Votre système, il est en train de scanner tout son environnement. Puis dès qu'un être vivant arrive, qu'il soit bipède ou quadrupède, on se dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet être vivant en face de moi, dans quel état de cohérence ou dans quel état intérieur il est? Pour ça, le corps, il va pouvoir scanner le champ électromagnétique du cœur. Le corps va pouvoir avoir des informations au niveau euh, hormonal, des informations que nous, humains, on n'a pas beaucoup accès, mais on connaît les chiens et les chevaux et les chats, ils ont vraiment accès à des éléments que nous ne percevons même pas dans notre partie consciente et inconsciente. Donc, c'est un système sensoriel qui est ultra performant. Et quand votre état interne, on vous demande pas et votre animal vous demande pas d'être zen tout le temps, mais quand votre état de système nerveux est en état de stress chronique et que au lieu d'être ben, par moments calme, par moments très heureux, etc., varié, mais tout le temps en colère, un rythme cardiaque chaotique. Rythme cardiaque chaotique peut dire qu'on peut être super heureux, mais qu'on respire mal et que notre rythme cardiaque va et une variabilité chaotique, ça fait que notre champ magnétique, ce qu'il envoie, bof, c'est pas terrible. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille la cohérence cardiaque. Mais tous ces éléments-là vont faire que l'animal va percevoir un élément stresseur. Et ça s'appelle la neuroception et la corégulation. Donc tout le monde sait que c'est quelque chose d'ultra important. Donc ici, une vidéo que je vous partage, c'était le petit bonus.
Et dans le lien de que je vais vous envoyer à la fin de la conférence, je vous enverrai aussi cette vidéo. Elle fait partie d'une conférence que j'ai donnée quand j'étais à la clinique et je vous la mettrai en ligne. Comme ça, vous pourrez voir comment on peut vraiment libérer. Mais sur les chiens, c'est pareil. Sur les chats, c'est un poil plus délicat selon les zones parce que parfois ils aiment moins. Mais ça dépend vraiment le caractère aussi de l'animal et surtout de son histoire et de son état corporel. Mais vous prenez délicatement la peau et voyez l'animal, ça le décontracte et puis vous étirez. Et ça décolle tous les tissus. Puis on fait jusqu'en haut. Vous pouvez faire tout le long de la chaîne dorsale sur le chien. Vous pouvez le faire pareil sur le cheval tout le long de l'encolure. Et sur le chat, vous pouvez vraiment le faire sur la partie de l'ensemble de la nuque et aussi dessous s'il est d'accord, parce que quand vous venez étirer ces tissus, ils sont connectés jusqu'au plus profond du viscéral. Là, c'est le cas d'une morsure d'un chat qui s'est battu, parce que c'est souvent le cas. En fait, les chats se battent parce qu'ils sont trop dans un petit territoire et que le chat devient plus âgé et que les plus jeunes se bagarrent avec. Bon, c'est un exemple, mais c'est par rapport à lui ce qui lui est arrivé. Et du coup, il y a eu des grosses, grosses morsures le long de l'arrière-train. Et là, c'était pour vous montrer la douleur invisible. Parce que là, c'est un chat qui a une dizaine d'années et si on voit ça, la seule chose qui me permet de voir qu'il y a eu un problème, c'est le fait que c'est rasé. Parce que sinon, la cicatrice, elle est toute petite. Par contre, hop là, on va voir l'animal. Là, le traitement se fait toujours à domicile pour moi. Après, c'est libre à chacun. Ça, c'est le professionnel, il fait comme il veut. Mais l'animal est dans le lieu qu'il a envie. Il est libre de partir, de bouger. Ah, mais il manque. Je voulais juste. Mince. Ouais. Là, c'est pour montrer ce que vous pouvez faire en termes de mobilisation. Voilà, super, là on le voit. C'est ça que je voulais que vous puissiez voir. C'est que, on va remettre la vidéo, typiquement il y a des douleurs myofaciales et dans lequel tout le tissu réagit. Et on voit même qu'il y a sébum ici qui est sécrété. C'est comme si le poil était un peu gras. L'animal commence à être inconfortable, sa respiration change. Donc c'est vraiment douloureux pour lui. Il a fini les anti-inflammatoires parce que ça fait j'ai 14 ou 16 jours, là de tête, je ne me rappelle plus. Mais vraiment important de toucher la zone avec une main pleine en étirant le tissu jusqu'à la queue. Peu importe s'il y a une lésion ou pas, mais ça vient libérer l'ensemble du dos. Masser sur le... Ah, mais c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Masser par des petits mouvements circulaires, comme si vous étiez ventousé, ça va permettre de libérer l'adhérence cicatricielle, parce que si à un moment donné on ne mobilise pas le tissu, lui, va faire au plus simple, au plus efficace, et puis il va créer des adhérences, pour coup sûr. Donc, zip, décidément, voilà. Euh, on a terminé la partie de la présentation. Le cadeau que je voulais vous offrir pour les gens qui sont prêts à se déplacer, pour ceux qui sont à l'étranger et sinon ceux qui sont proches du canton de Vaud, j'ai la chance de pouvoir enseigner dans le Ranch Esperanza, qui est un lieu magnifique pour le respect des animaux. On va travailler durant cet atelier avec des chiens, des chats, des chevaux. Il y a même des chèvres, il y a vraiment beaucoup d'animaux avec lesquels on va pouvoir entrer en relation et c'est dans lequel ça va être un atelier 100% pratique parce que là, c'était de la théorie pour nourrir la partie mentale que l'Occident aime bien nourrir, mais le fascia, il faut le toucher, il faut le sentir, il faut voir la différence quand on masse, on pétrit une pâte ou quand on vient vraiment s'adresser au tissu facial. Vous allez apprendre à des outils pour entrer en état de cohérence intérieure et de voir même sans entrer en contact avec l'animal. Déjà, rien que votre état de cohérence intérieure va tellement influencer l'animal et lui permettre de libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de traumas qui sont, alors trauma c'est des grands termes, ça dépend de l'animal, hein, mais d'émotions et de traces plutôt physiologiques de l'émotion qui seraient encore dans le corps, travail cicatriciel, etc. Donc ça, je vais vous envoyer aussi par mail. C'est une offre qui va durer jusqu'à dimanche. J'ai déjà des inscriptions, mais j'avais envie d'offrir 5 places pour les participants de cette conférence. Donc je vous enverrai tout ça et puis dès que les 5 premiers sont partis, ben voilà, vous pourrez être sur liste d'attente pour les prochains.
Donc voilà, on va passer aux questions. Donc c'est tout bon. Là, je vois que les gens sont pas en train d'interagir dans le chat, donc c'est que vous m'entendez bien. Ok, donc je vais déjà prendre les questions qui sont là parce que l'idée c'était de pouvoir poser vos questions en amont parce que comme on était beaucoup d'inscrits, c'était de pouvoir tous vous lire dans vos questions et pas que je laisse quelqu'un de côté et pouvoir aussi les regrouper. Donc ici, bon, alors j'ai mon chien Milo qui a 10 ans et a été abandonné abruptement. Il a été phobique, stressé. Il y a environ 3 ans, il a eu un roulé-boulé et s'est luxé la patella de sa patte postérieure au niveau de la rotule donc et une opération s'en est suivie. Il a des gènes à son genou, ouais, logique depuis, et je le masse régulièrement et j'intègre de plus en plus son dos. Donc elle est masseuse médicale, donc elle a vraiment déjà bien développé les connaissances de base, les prérequis, les red flags et aussi la sensibilité du toucher. En plus, il est demandeur, donc elle a capté les signes de l'animal. Au niveau lombaire, il a une faiblesse et douloureux par intermittence. Je l'amène chez l'ostéopathe afin de le soulager, mais cela revient toujours. Dans ce cas de figure, y aurait-il une contre-indication pour faire de la fasciathérapie? Alors, comme j'ai pas vu l'animal, mais là, comme ça, décrit, non, pas du tout, au contraire. Vraiment. Surtout si vous connaissez les réactions de l'animal, que vous savez doser aussi, parce que plus n'est pas forcément mieux. Mais si vous faites régulièrement, quotidiennement, et que vous voyez que l'animal, il a toujours des réponses euh, qui sont pas dans de l'agacement, ou enfin, façon de parler de l'agacement, mais qu'il n'y a pas de réaction de sa part, pour moi, vous pouvez aller. Dans le sens, je prends l'exemple avec le chat qui a eu ce soin. J'ai montré à la propriétaire comment faire certaines choses et il fallait qu'elle aille par parcimonie pour pas sursolliciter le système nerveux et facial, que c'est désagréable, mais juste donner une bonne information. Mais dans ce cadre-là, aucune contre-indication pour ma part. Que pourrais-je faire en complément pour mon Milo au niveau fasciathérapie? Eh bien, regardez les chaînes myofasciales canines et le masser sur l'ensemble de ces chaînes myofasciales, vraiment. Et sinon, travailler avec les bandages de proprioception de Tellington T-Touch, ça c'est super. Ça c'est vraiment un outil qui aide, mais pas que au niveau proprioceptif, mais aussi au niveau de la douleur. Moi j'ai eu euh, vraiment d'excellents résultats sur la douleur et sur les problèmes neuro. Voilà. Quelle heure il est? 21h04. Bon, j'ai le quart d'heure vaudois. Mon chat est un sacré bien. De 13 ans, a de temps en temps une petite toux. Existe-t-il un point pour le masser et atténuer sa toux? Donc, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au niveau du fascia pulmonaire, de la plèvre et qui va jusqu'à la plus petite alvéole pulmonaire, le fascia est entièrement. Là, c'est pas sur les. Malheureusement, les chats, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mais par contre, on peut vraiment faire des ponts. Et sur les humains, on a fait une dissection où on a vu une connexion entre le fascia qui prend toute la partie, je vais résumer simplement, un mais du bras, qui pénètre au niveau du pectoral et à l'intérieur du poumon, qui passe vers le cœur et qui transperce de l'autre côté du poumon et qui va au niveau des bras. Donc au niveau des pattes, vous pouvez le masser, au niveau vraiment aussi de l'ensemble de la partie thoracique et les oreilles. Les oreilles, les oreilles, les oreilles. Je crois que dans plusieurs médecines, les oreilles sont très importantes, mais en fasciathérapie, les oreilles permettent de libérer la zone au niveau de la nuque et quand on vient masser cette zone, ont un lien direct avec le fascia myodural, donc les oreilles. Et puis, voilà, j'ai deux chats qui ont... Je pense qu'on a encore 5 minutes de questions par rapport à votre agenda, si jamais, si vous voulez savoir un peu comment ça, ah, quand je dis masser, c'est étirer. Alors, quand je dis masser, oui, alors pardon, oui, c'est vrai que pour moi c'est très logique, mais merci pour la question. Regarde les massages que j'ai présentés pour le cheval. Tu peux clairement le faire avec le chat, étirer, mais tu peux aussi mobiliser comme j'ai fait sur la vidéo avec le chat, où on prend la main et puis on fait des mouvements circulaires, comme si on était ventousé à la peau. Et là, on vient vraiment mobiliser le tissu. Après, tu peux prendre une main pleine et puis vraiment venir prendre depuis l'omoplate, puis glisser le long de la patte. Tu peux voir s'il est d'accord de se mettre dans certaines positions de stretching. Les chats, il faut vraiment voir avec eux aussi ce qu'ils ont envie. S'il se met sur le dos,
spontanément, ben, tu peux vraiment aller sur la partie du sternum, glisser jusqu'au cou. C'est vraiment des choses qui apportent énormément de bien. Et quand il est détendu, le fascia va aussi réagir à cet état parasympathique, cet état de réparation. Déjà. Donc, ne vous inquiétez pas au niveau propriétaire de pas connaître le point parfait, la zone XY qui serait éventuellement révolutionnaire selon des croyances. Si vous le faites avec le cœur, avec la bonne intention, et puis que vous vous inspirez de chaîne myofasciale, etc., puis que l'animal, vous voyez que il se relâche, mais c'est déjà tout bénef. Alors, là, il y a beaucoup de questions qui a regroupé beaucoup d'autres questions, énormément d'autres questions. Donc, du coup, j'ai pris celle-là. À quoi ressemble le ressenti d'un fascia sous les doigts lors d'un massage? Alors, par exemple, mais c'est vraiment très synthétique, hein, mais quand on pétrit une bonne pâte, voilà, on pétrit, on n'a pas vraiment la conscience du fascia, on pétrit tout ça, on bouge, etc. Quand on touche le fascia et qu'on a l'éducation du toucher du fascia, moi, c'était quand même 4 ans pour vraiment comprendre chaque type de structure, si on était sur du myofascial, si on était sur du viscéral, du squelettique, sur du crânien, etc. C'était vraiment d'éduquer la main et on a l'impression que c'est comme si on avait accès à une toile d'araignée qui venait se gonfler, qui partait dans des directions. C'est comme si on partait en voyage sous la peau. Et il y a vraiment des réactions. Et quand on fait un point d'appui, tout d'un coup, on sent que ça pulse, ça fond comme un moelleux au chocolat, ça repart. Et c'est vraiment chouette. Après, bah, on sent aussi quand le fascia n'est pas content et puis que ça résiste. Alors parfois, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, pas la bonne pression, qui est peut-être adapté un peu plus. Comment être sûr d'être sur le fascia et pas sur un muscle ou un tendon? Eh ben, tu peux pas être sûr parce que de toute façon, le fascia enveloppe le muscle, va jusque l'aponévrose, c'est du fascia, et va jusque l'épimésium, c'est du fascia, le périmésium, c'est du fascia. Donc, comme vous l'avez vu en haut, c'est tout du fascia, sauf la fibre musculaire. Donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est comme je disais, on est éduqué à voir le monde dans la séparation, mais on est des êtres vivants connectés et tout est en interaction. Je ne peux pas traiter euh, juste le muscle, puis pas le système nerveux. Juste le fascia et puis pas le système lymphatique. Par contre, il y a des approches qui viennent vraiment solliciter le fascia. Il y a des approches qui viennent vraiment solliciter le système nerveux. Le muscle, lui, bon, on le sollicite de toute manière. Le tendon, c'est du fascia avec beaucoup de fibres de collagène. Faire des massages tous les combien de temps? Tout dépend. Dépend de l'histoire, de la pathologie, dépend si vous faites des balades pépères ou si vous êtes un grand randonneur, que vous faites des sorties en peau de phoque, si votre chat s'est fait attaquer 4 fois, shooté par une voiture, s'il a de l'arthrose, et souvent il y a de l'arthrose très tôt quand même chez les chiens et chez les animaux. S'il fait de la thérapie, c'est un cheval de travail, un chien et un cheval de travail, mais si c'est un chien de travail, là vraiment ils ont besoin de temps de souffler un peu. Les chevaux de travail aussi en équithérapie, hein, c'est chouette ce qu'ils font pour l'humain, mais souvent c'est lourd aussi pour eux. Ils ont besoin de pouvoir évacuer tout ça. Et puis voilà, donc combien de temps, ça se décrit avec le thérapeute et puis dans un projet thérapeutique après un bilan. Est-ce que certains, après il y a encore une question, je crois, hein, vous inquiétez pas, est-ce que certains points peuvent soulager des remontées acides et aider la digestion? Oui, et là ça va être dans la partie, ça dépend quel animal déjà, parce que c'est pas la même chose. Et puis on va aussi agir sur des points sur le fascia axial profond qui entoure les viscères et sur le système nerveux. Euh, Est-ce que le massage des fascias peuvent aider en cas de maladie chronique de l'intestin? Clairement, parce qu'en fait, on va travailler sur le fascia et sur la neurorégulation neurofaciale et du système nerveux. Et en fait, c'est pas une maladie chronique de l'intestin, c'est un syndrome du côlon irritable. Après, sauf s'il y a une autre maladie qui sous-tend cette information que vous avez écrite. Donc c'est souvent un dérèglement du système nerveux qui a besoin de soutien, que ce soit pour l'animal ou pour l'humain. Après, qu'est-ce qui est une maladie chronique de l'intestin? Si c'est, ça dépend vraiment l'animal et qu'est-ce qu'il a. Là, c'est pas assez clair pour que je puisse bien répondre. Comment se déroule une séance de fasciathérapie? Ok.
Il y a un bilan et une anamnèse complète. Le premier bilan, mais ça c'est aussi moi qui fais en fonction de qui je suis et de toutes les formations que j'ai faites. Mais lors du premier rendez-vous, sauf cas grave et de contre-indication et pour ma sécurité, je ne demande pas le motif de consultation. Comme ça, je peux me faire une idée vierge de la situation. Et après, on peut mettre ensemble les observations. Donc observation, palpation, dynamique en mouvement, peu importe l'animal, on le regarde bouger, une anamnèse aux frictions de l'environnement aussi, et après il y a la séance de soins et terminée par des conseils, parce que le meilleur accompagnant, c'est vous qui êtes avec tous les jours. Y a-t-il une formation certifiante? Alors la formation pour les animaux, elle est qui est certifiante fasciathérapie et qui parle vraiment de fascia et pas juste 3 jours d'introduction, chez Barbara Weilter-Boiler, par exemple, en Allemagne. Il y a, pour être professionnel, sinon il y a le Tellington T-Touch qui est super pour les propriétaires. Franchement, on voit plein de belles choses. Vraiment une approche où quand j'ai fait le papier pour être enseignante de Tellington, j'ai trouvé ça génial pour enseigner aux propriétaires et c'était plein d'outils qui m'ont énormément aidé. Euh, Sinon, pour les humains, il y a Fascia Formation Suisse avec la possibilité d'avoir le diplôme fédéral. Puis après, il y a des autres formations et c'est vraiment à vous de savoir si c'est pour vous en tant que propriétaire. Donc voilà, feel free. Mais si c'est pour être professionnel, c'est super important de bien regarder ça, quoi. Enfin, on parle de la santé de nos animaux, donc il faut connaître les red flags, il faut connaître les éléments, il faut dialoguer avec les vétérinaires, il faut dialoguer avec les autres ostéos, il faut vraiment, voilà, c'est hyper important parce qu'on a tous des visions différentes. Moi, il y a des choses que je connais pas, du coup, ben, je peux l'apprendre et puis surtout me dire, oula, ok, super, il a vu ça le veto, donc moi je peux faire comme ça, ou l'autre, l'entraîneur, il voit ça, donc on fait comme ça, et c'est important. Sinon, on n'a qu'une vision, et puis la santé, c'est bien plus complexe que ce qu'on croit. Quelles sont les contre-indications? Alors, les contre-indications de base pour même les massages normaux, en fait, si on a des thrombophlébites, si on a une plaie sointante, une infection, etc. Quels sont les risques et les bénéfices? Ben ça, vous pouvez aussi aller voir tout sur mon site internet si jamais il y a les indications, les contre-indications. Comme ça, on pourrait regarder tranquillement et les lire. Mais les bénéfices, ben, vous avez vu les bénéfices d'un fascia en bonne santé, donc ça aide énormément. Et ça aide aussi dans l'approche que j'ai par rapport à la régulation aussi du système nerveux pour, euh, pour vraiment, en fait, dans la dimension du toucher, c'est une façon de rentrer en relation avec l'animal et qui peut renforcer, soutenir votre relation de confiance et vraiment amener un grand plus. Et c'est ça qui me passionne en plus des soins. Est-ce que les fascias humains sont au même endroit que chez les chiens et les chevaux? Et bon, je rajoute les chats dans la question. Alors, dans la dissection des chaînes myofasciales faites par Vibeke Sortrick et Rieke Schultz, ils ont démontré qu'il y avait énormément de similitudes dans ces hypothèses de dissection des chaînes myofasciales, à quelques exceptions, avec des éléments en plus chez le chien et avec chez le chat, il y a un élément qui est important parce qu'il est peu étudié, mais c'est qu'on sait qu'il a un système de rebond qui est juste incroyable. Et ça, vous l'avez déjà pu l'observer quand il bouge pas avant d'attaquer une proie, il peut sauter, mais a une capacité d'emmagasiner l'énergie pour ensuite sauter, c'est assez impressionnant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais aller voir là. Ah bah voilà, vous me revoyez. J'ai remis la vidéo. J'ai un chien, il y a encore deux questions. J'ai un chien qui a peur des autres chiens lors des balades uniquement suite à une agression. Donc là, on voit qu'il y a eu un traumatisme. Et aussi, peut-être, je fais des suppositions vu que je ne vous ai pas en face pour dialoguer, aussi à une crainte qui peut s'en suivre suite à cette agression pour le propriétaire et peut réagir de manière explosive. Je travaille déjà sur la gestion émotionnelle en extérieur. Est-ce que le travail fascia peut compléter? Oui. Euh, oui, oui et oui. Comment? Bah, déjà travailler aussi en intérieur dans les zones de sécurité, travailler aussi dans les zones de sécurité avec d'autres animaux pour que c'est une grande question parce que, en fait, dans le sens que il faut aller par palier, parce que vous dites que la gestion émotionnelle, c'est déjà géré. Euh, pour répondre simplement,
je vais rembobiner. Ce que vous pouvez rajouter en termes de toucher au niveau du fascia, c'est quand vous êtes calme, venir voir qu'est-ce qu'il adore comme toucher. Masser les oreilles, la queue, la bouche, qui sont des zones très émotionnelles. Hein, parce qu'on sait que on voit tout de suite un chien qui a peur, la queue est complètement plaquée. Et puis vous pouvez venir masser certaines zones pour l'aider à avoir une posture détendue et pas une posture de peur. Et trouver le toucher qui lui fait du bien en parallèle parce que vous faites tout un travail sur cette partie comportementale et émotionnelle de votre part et de la part de l'animal. C'est pour ça que je rajoute juste cet élément-là. Sinon, il y aurait tout un travail à faire avec le thérapeute et le comportementaliste et il y aurait déjà plein de belles choses à mettre en place. Mais masser pour détendre son système nerveux, trouver les zones qu'il adore pour être massé pour le calmer. Quand il est en extérieur, vous pouvez rajouter des t-shirts, tender t-shirts qui sont exprès pour ramener de la perception corporelle qui sécurise. Quand on a peur, on sécurise, donc ça, ou les bandages Tellington qui ramènent de la conscience au corps, le faire dans des zones pas qu'il aille dans l'extrême, mais juste déjà des premières balades avec des petites rencontres, amener l'information petit à petit. Mais bandage de proprioception, les massages, le ramener dans son corps, ça c'est des choses que vous pouvez faire. C'est difficile de répondre comme ça, mais euh, là on est. Quelle heure il est? Ok. Là c'était un petit peu, c'est comment est-ce que je peux faire le choix en toutes ces pratiques. Il y a tellement de choses qui existent. Qu'est-ce que je fais? Je fais appel à l'ostéo, au magnétiseur, à la fasciathérapie, au masseur, à l'acupuncture, à la kinésithérapie, etc. Donc, en tant que propriétaire, à qui vous faites appel? Déjà, c'est qu'est-ce qu'il a mon animal? Ok, il a un problème, il a changé de comportement, il n'a pas voilà, il n'a pas l'air bien. Si vous n'avez pas de réseau de professionnels qui est encore en place, ben, vous allez voir votre vétérinaire et vous discutez avec lui et vous voyez s'il a un réseau. Et sinon, ben, si vous n'avez absolument pas ce qu'il a votre animal, vous ne pouvez pas choisir la thérapie. Ça c'est sûr. Donc après, certaines personnes peuvent s'aider de la communication animale et elles peuvent mettre ça en corrélation avec les observations du médecin, du vétérinaire. Parce que malheureusement, des fois, ça arrive qu'il peut y avoir une information qui est prise en compte, qui est importante, qui est communiquée par l'animal, mais par contre, il faut voir après la réalité physiologique et qu'est-ce qui se passe, pathologique, etc. Et puis comment on peut mettre ces images ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'animal. Et puis après, ben, il y a de l'entretien. On va avoir régulièrement soit un ostéopathe, soit un fasciathérapeute, parce qu'on sait qu'il y a les études derrière pour vraiment connaître tout le système musculaire, viscéral, etc. Puis on fait des points de situation, ou un masseur, parce que vous savez que derrière, c'est important de regarder derrière les gens ce qu'ils ont fait comme formation. Et puis après, si c'est quelqu'un que vous adorez pour venir masser votre animal pour un moment de détente, ben, ça va très bien aussi, et c'est tout aussi porteur et important. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et si c'est pour la personne en elle-même, qu'est-ce qu'elle veut faire pour être professionnelle, ben, commencez par savoir qu'est-ce que vous aimez. Parce que si vous adorez la médecine chinoise, ben, il faut aller là où on a un peu de la fibre et de la passion. Parce que on ne traite pas la même chose en ostéopathie qu'en physiothérapie. Il faut vraiment partir de ce qu'on aime parce qu'il n'y a pas une thérapie qui a la panacée et puis qui est juste incroyable, génialissime. Il y a des médecines ancestrales depuis longtemps. Il faut savoir ce que vous aimez. Et après, par contre, bien vous renseigner sur la qualité de la formation. Ça, c'est ultra important parce que les animaux méritent qu'on soit bien formés. Donc voilà, les crises de toux et les poumons, bah, j'ai répondu avant par rapport à ça. Et tout le fascia endothoracique, vous pouvez vraiment venir masser dans les zones que vous sentez tendues parce que s'il tousse régulièrement, il doit avoir toutes les côtes qui doivent être tendues, il doit avoir le diaphragme qui doit être aussi tendu. Donc regardez comment vous pouvez trouver des zones ouais, côte, diaphragme, ça pourrait l'aider et les oreilles. Les dromadaires, ben oui, bah c'est des mammifères, ils ont du tissu conjonctif, mais j'ai jamais fait un dromadaire. J'ai fait des yaks, des vaches, j'ai fait plein d'animaux, mais dromadaire, j'ai jamais fait. Donc il faut prendre en considération qui il est comme animal, puis comme ça vous avez vos critères observables. Mais oui, clairement. Donc voilà, on a terminé pour notre conférence. Merci infiniment. Donc on a largement dépassé. Je m'étais promis qu'on allait respecter. Donc je suis désolée. J'espère quand même que pour vous ça a été. Je regarderai les questions
après, et puis je regarderai parce que c'était vraiment prévu. J'arrive pas à faire modérateur au niveau du chat et en même temps vous présenter. C'est pour ça que je vous avais proposé de m'envoyer les questions en amont. Et les gens qui se sont inscrits après le 13, ils n'ont pas pu malheureusement recevoir sûrement le mail de confirmation parce que le délai c'était le 13 avril. Donc, voilou, je vais arrêter le partage et puis vous allez me voir en grand. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager. Je vais activer les micros de tout le monde, donc vous pouvez après vous-même vous les désactiver comme vous voulez, mais je vais vous laisser libre choix d'interagir comme vous le souhaitez. Euh, j'ai pris beaucoup de temps pour préparer ça parce qu'il y a tellement d'informations sur le fascia. Ça fait 10 ans que je l'étudie. J'ai essayé de le faire le plus simple possible. Ça ne veut pas dire que c'est facile quand c'est simple, mais j'espère au moins que vous avez pu comprendre déjà ce que c'est le fascia et mieux comprendre que c'est pas juste une enveloppe. Donc voilà, donc si vous avez de l'intérêt, ben, restez connectés. Je vais créer une newsletter aussi. Je ne vais pas envoyer beaucoup de choses parce que je ne suis pas hyper fan de spammer, mais je vais créer de belles choses par rapport à la communauté sur les fascias et comment on peut en prendre soin. Donc restez bien connectés à, à ce que je propose si vous aimez le fascia et cette présentation. Et puis, euh, et puis voilà. Et merci vraiment pour votre intérêt et avoir autant de participants, parce que moi qui en ai 10 ou 100 ou 200, c'est le même énorme travail. Alors c'est chouette que ce soit autant vu. Donc merci. Et c'est fini. C'est un peu comme les fins de stage. On n'a jamais tous envie de partir, mais voilà. Donc j'espère que vous voir en vrai, de pouvoir toucher, palper, vivre cet univers du fascia avec vous. Et d'ici là, je vous dis une toute belle soirée. Je vais stopper l'enregistrement et à tout bientôt. Au revoir tout le monde.